Nos invités ont toutes souffert d'endométriose et ont dû livrer un combat courageux contre cette maladie méconnue afin de devenir mère. Le chirurgien a dit « Votre endométriose est trop agressive. Si vous voulez des enfants, il faut le faire tout de suite. » Moquée durant toute son adolescence à cause de ses douleurs insupportables, Natacha a dû attendre d'avoir 28 ans pour mettre un mot sur ces mots. C'était la première fois que j'entendais ce terme, c'était vraiment l'inconnu pour moi. C'est tellement insupportable qu'on ne sait plus quoi faire, on n'a qu'une envie, c'est de se taper la tête contre les murs ou de s'endormir et de ne plus se réveiller. À cause de la maladie, Anne va perdre son ancien compagnon et même penser au pire. Mais grâce à l'attention de Lionel, la jeune femme va finalement accomplir son rêve. On commence une fécondation in vitro et puis là, je vais sur ma boîte mail pour regarder ce résultat. Là, je comprends tout de suite qu'elle est enceinte. C'est mon bébé miraculé et je le crie sur tous les toits, quoi. Après avoir subi plusieurs opérations, Blandine va se battre pour devenir maman, coûte que coûte. On a fait des démarches pour l'adoption. On était dans l'attente et finalement, au cours de l'année, on nous a contactés et nous sommes les parents d'une petite fille. C'était un vrai miracle. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est une maladie méconnue qui touche pourtant près d'une femme sur 10 dont je vais vous parler aujourd'hui et qui représente l'une des principales causes d'infertilité. Beaucoup d'entre vous en sont peut-être atteintes sans même le savoir. Cette maladie, c'est l'endométriose. Les symptômes, maux de ventre, règles douloureuses ne sont pas toujours faciles à interpréter et le diagnostic arrive souvent tard. D'où l'importance de mieux informer les femmes et leur entourage, ce que j'ai décidé de faire cet après-midi avec nos invités. Alors merci d'avoir accepté de parler de ce sujet douloureux, en tout cas cette maladie qui vous procure beaucoup de douleurs et ça on va en parler. Natacha, ça fait combien de temps que vous vous battez pour essayer d'avoir un enfant? Vous avez été diagnostiquée à l'âge de 28 ans je crois? Oui c'est ça. Et ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans aujourd'hui. 10 ans de parcours du combattant, de combat pour avoir un enfant avec bien sûr plusieurs tentatives, des FIV, etc. Oui. Et des conséquences évidentes sur le couple. Oui. Après plusieurs tentatives de FIV, on s'est renfermés chacun de notre côté, dans notre bulle, et on a fini par se séparer. Mais vous êtes retrouvés. Mais on s'est retrouvés par la suite, oui. Alors, à côté de vous, il y a deux couples, eux aussi, ont vécu ce parcours. Vous êtes atteintes, vous aussi, Anne et Blandine, d'endométriose. Mais Anne, vous êtes parvenue à assouvir votre désir de maternité. Racontez-nous. Eh ben, moi, il aura fallu 9 ans pour y parvenir, avec en tout 5 fécondations in vitro pour avoir mon premier bébé. Et puis là, pour le deuxième bébé, il aura fallu 1 an pour qu'au bout de la deuxième fécondation in vitro, je sois enceinte aujourd'hui d'1 mois et demi. Ce qui est fou, c'est que vous les avez enchaînées vite quand même, les 2 autres fécondations in vitro, après avoir eu votre petite fille. Ouais, mais parce que c'était pas anodin. En fait, avec cette maladie, on dicte notre vie en fonction de la maladie. Ouais. Et je savais que le temps m'était compté. On verra effectivement qu'il ne faut pas trop attendre. On verra ça avec notre spécialiste, Sylvain Tassi, gynécologue obstétricien. Alors évidemment, pour vous aussi, ce long parcours a eu des conséquences dans votre vie de couple. Votre compagnon est parti et vous avez eu la chance de rencontrer Lionel, qui lui était papa de 3 enfants. C'est bien ça. Et pourtant, vous l'avez quand même accompagné dans son désir de maternité. Ce combat était important pour vous aussi à ses côtés? Dans la difficulté d'avoir des enfants, c'est vrai que pour elle, c'était vraiment un souhait énorme. Et elle a réussi à me convaincre. Et puis, le côté touchant de tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Et puis, voilà, j'ai cédé à tout ça avec un grand plaisir. Blandine, elle aussi, a vécu ce combat qui s'est terminé différemment, puisque vous avez dû avoir recours à une opération importante et pas anodine. Oui, tout à fait. Donc moi aussi, on a découvert ma maladie lors d'une opération. Ça a déclenché une appendicite. À quel âge?
J'avais 26 ans. 26 ans. Et c'est vrai que ça a été ensuite un long parcours, semé de plein d'étapes compliquées. Et on en est arrivé à un moment donné, après plusieurs opérations, des fécondations de vitro, etc., à une décision importante, puisqu'en effet, on m'a retiré l'utérus. Donc j'avais alors 32 ans et j'ai subi une hystérectomie. Et pour autant, vous n'avez pas renoncé à votre désir d'avoir un enfant. Non. Tous les deux, vous vous êtes tournés vers quoi, Emmanuel ? Mais, vu la maladie de ma femme qui était très agressive et avoir pris conscience que de toute façon on ne pourrait pas avoir d'enfant naturel, on s'est tourné tout de suite vers l'adoption et aujourd'hui vraiment on est des parents très très heureux. Des parents. Il y a une petite fille. Oui. Et elle a quel âge ? 2 ans et demi. Voilà, elle va sur ses 3 ans. Bien. Et avec nous, donc Sylvain, et on va avoir besoin de vos lumières sur cette maladie et d'informations. Qu'est-ce que c'est exactement que l'endométriose ? Alors, déjà, on dit qu'il existe une endométriose. En fait, il existe probablement des centaines d'endométrioses différentes qui ont des versions très différentes. C'est une maladie très compliquée. Pour essayer de la résumer, c'est le développement à l'extérieur de l'utérus de la muqueuse de l'utérus. Cette muqueuse de l'utérus qui, tous les mois, se détruit et donne les règles, va avoir la capacité chez certaines patientes de coloniser, de se développer. Comme le feraient des cellules cancéreuses, elles vont attaquer, envahir des tissus qui n'ont pas été prévus pour accueillir cette muqueuse. Ça va générer principalement des douleurs et ça va générer, comme on a pu le voir, des problèmes pour obtenir des grossesses. Et comme les cellules cancéreuses, elles se régénèrent, ces cellules, et c'est pas parce qu'on s'en est débarrassé qu'elles ne reviendront pas. Alors, il y a plusieurs versions différentes, mais c'est une maladie qui, dans la majorité des cas, effectivement, a tendance à récidiver. Alors, on va voir tout cela avec vous. Natacha, ça a commencé à quel âge, les premiers symptômes pour vous ? Alors, premier symptôme, c'est difficile à dire puisque j'ai toujours eu des règles douloureuses. J'ai eu mes premières règles à 12 ans et ça a été toujours très douloureux jusqu'à l'âge de 16 ans où... Au point de rater l'école quand même. Au point de rater l'école, oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi vous ratiez l'école. On ne comprenait pas pourquoi je ratais l'école parce qu'on me disait toutes les filles ont leurs règles et c'est pas pour autant qu'elles ne vont pas à l'école. Donc même, c'était difficile même pour mes copines à comprendre parce que quand on n'arrive pas à se lever le matin et qu'on ne va pas à l'école et que le lendemain on dit je ne suis pas venue parce que j'avais mes règles et c'était tellement douloureux que je n'ai pas réussi à me lever, à marcher. Les copines ne comprennent pas parce qu'elles nous disent comment ça se fait ? C'était à ce point-là, vous ne pouviez pas vous lever tellement vous souffriez. Oui. Donc tout cela entre 12 et 16 ans. À 16 ans, vous allez voir un médecin quand même, tellement les douleurs sont fortes. Alors médecin généraliste en fait, qui me dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter, que d'avoir mal pendant les règles c'est tout à fait normal et que pour remédier à ça, il va me mettre sous pilule en fait. Et ça s'est calmé la douleur ? La douleur s'est calmée pendant plusieurs années, ouais. Et puis, il y a un moment où vous avez rencontré votre compagnon. Oui. Avec un désir de grossesse. Oui. À quel âge ? J'avais 27 ans. D'accord. Et donc là, pour avoir un enfant, évidemment, vous avez arrêté la pilule. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Alors, il s'est passé qu'au moment où j'ai arrêté la pilule, donc je recommençais à avoir très très mal au moment des règles, en particulier. Et puis, plus le temps passait, plus la douleur arrivait bien avant les règles et repartait bien après les règles, jusqu'au moment où elle a plus disparu du tout. Donc là, vous êtes allé consulter un spécialiste ? Un spécialiste, oui, tout à fait. Alors, vous avez fait des examens ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été très très long, puisque la douleur en fait, que j'avais partait du bas du ventre en passant sur le côté jusqu'au rein. Donc, ce qui se passait, c'est que tout le monde a cru pendant plusieurs mois que j'avais un problème au rein. Donc, on m'a fait effectivement des examens, mais ciblés plus particulièrement sur les reins. Donc, des échographies, j'ai passé une urographie aussi... Et tout le monde me disait, mais non, on voit rien, madame, la douleur est dans votre tête. C'était moi qui provoquais cette douleur-là. Donc il a fallu attendre et endurer encore tout cela. Jusqu'à quel moment ? En fait, j'ai repassé une échographie. Le généraliste me dit, on va peut-être essayer de passer une échographie quand même gynéco. C'est peut-être à ce moment-là, à ce niveau-là, que ça se passe. Et là, l'échographe me dit, écoutez, je vois des grosseurs. Donc là, tout s'écroule parce que forcément, dans la tête des gens, moi la première, quand on parle de grosseur, j'ai pensé tout de suite à un cancer, j'ai pensé tout de suite au pire. Donc il a compris tout de suite et il m'a dit non. À ce moment-là, vous en étiez où dans les douleurs ? C'était devenu insupportable. C'était nuit et jour ? Nuit et jour, à faire les 100 pas, à pleurer toute la journée. C'est tellement insupportable qu'on ne sait plus quoi faire. On n'a qu'une envie, c'est de se taper la tête contre les murs ou de s'endormir et de ne plus se réveiller. Il y a des médicaments qui parviennent à calmer la douleur quand même ? Alors, qui vont soulager un certain temps.
mais pas sur du long terme. Des antalgiques? Oui. Et alors, donc, il vous rassure, il vous dit que c'est pas un cancer, mais il pose un diagnostic? Alors, en tant qu'échographe, lui m'a dit qu'il pensait que c'était une endométriose, mais qu'il n'en était pas sûr et qu'il fallait à ce moment-là que je consulte un spécialiste. Vous en aviez déjà entendu parler? Vous aviez déjà entendu ce mot-là? Jamais. Jamais. C'était la première fois que j'entendais ce terme. C'était vraiment l'inconnu pour moi, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On pleure. Ah bon? Et on panique. Et puis? Donc, je suis allée voir donc, mon médecin généraliste au départ avec les résultats, qui lui m'a dirigée vers un gynécologue qui a posé tout de suite un diagnostic et qui m'a dit oui, effectivement, c'est bien une endométriose. Et à ce moment-là, j'avais 3 kystes de 5 cm de diamètre à peu près chacun. Et on vous dit l'état d'avancée de la maladie? On me dit tout de suite, quand je vois le gynécologue, que je suis au stade 4, donc au stade le plus élevé de la maladie. On est quand même frappé par un diagnostic aussi tardif et on est frappé que des gynécologues n'aient pas prescrit plutôt une échographie. Il faut faire quel examen pour être sûr de ce diagnostic? Alors, le seul examen au jour d'aujourd'hui qui permet d'avoir la certitude diagnostique, c'est le fait de faire une célioscopie, c'est-à-dire d'envoyer une caméra dans le ventre. Ça se fait en général en ambulatoire, on va faire une petite incision dans le nombril, c'est une vraie petite opération. On endort et on va voir dans le ventre. Le problème, c'est que ça reste quand même une opération, c'est potentiellement risqué. Il y a des examens qui vont pouvoir proposer de poser un diagnostic, mais c'est jamais une certitude. Principalement l'examen clinique, déjà, quelqu'un qui a vraiment l'habitude, juste en examinant la patiente, peut déjà avoir une idée d'endométriose. L'échographie peut montrer une endométriose, mais c'est loin d'être certain, sa sensibilité n'est pas du tout certaine, et même l'IRM est souvent prise en défaut. On arrive à 60% à peu près de découverte à l'IRM au maximum. Alors, on va maintenant découvrir le témoignage d'Anne. Les débuts n'ont pas été les mêmes. Vous, c'était pas forcément des douleurs très jeunes, mais en revanche, des hémorragies au moment de vos règles. Au tout début, oui. Mais finalement, je me retrouve beaucoup dans ton parcours parce que j'ai suivi... alors pareil, j'ai été mise sous pilule pour endormir ces règles abondantes, pour qu'on n'en parle plus. Et puis même parcours, j'ai voulu arrêter... j'ai eu ces douleurs d'un seul coup. Moi aussi, ça m'a pris tardivement, à l'âge de 20 ans. Et j'avais des infections urinaires aussi à chaque fois, bizarrement. Et puis, j'ai été poussée à la porte de médecins qui, moi aussi, m'ont dit que c'était dans ma tête, que c'était simplement des petites règles douloureuses, que forcément, si je commençais déjà à angoisser le mois d'avant pour le mois d'après, ça pourrait ne pas bien se passer. Est-ce que vous aviez des douleurs au moment des rapports, par exemple? Je crois qu'en fait, on a des douleurs, mais en tant que femme, on ne se l'avoue pas. Et puis, c'est très important, les rapports au sein d'un couple. Donc, en fait, on prend sur soi et on se dit que c'est normal. Ce sont des douleurs différentes, des douleurs que vous endurez à cause de la maladie? Oui, ça n'a rien à voir. Ce sont d'autres douleurs? D'ailleurs, quand on arrive enfin à taper à la porte d'un vrai spécialiste, c'est important qu'ils arrivent à donner des notes en fait, sur chaque douleur parce que les douleurs qu'on a, aussi bien au moment des règles, au moment des rapports, au moment d'aller uriner, au moment de la défécation. Enfin, il y a plein de douleurs différentes qui sont importantes à prendre en compte dans cette maladie. Ce qui est dingue dans ce que vous dites, c'est qu'il y a des douleurs tout le temps, quoi. C'est notre vie, oui. C'est fou. Donc, comment ça se passe pour vous, le diagnostic? Vous êtes allé voir un spécialiste? Alors, moi aussi, quand j'ai voulu arrêter la pilule pour essayer d'avoir un enfant, tous les mois, je finissais aux urgences parce que tous les mois, les douleurs s'intensifiaient. Ça a duré 6-7 mois où pendant tous les mois j'atterrissais aux urgences et on me disait mais non, mais c'est parce que vous avez mal au dos, la scoliose, les douleurs s'irradient du dos jusque sur le ventre, c'est normal. Et puis un beau jour j'ai poussé la porte d'un médecin de campagne, généraliste comme ça à tout hasard, j'allais vraiment mal. Et là pour la première fois moi aussi j'ai entendu parler du mot endométriose. Et là j'ai été voir sur internet et au cauchemar quoi. Là, je me suis dit que c'était le début d'un long combat. Sylvain, juste revenir sur cette idée que quand on prescrit la pilule, ça calme les douleurs. C'est dû à quoi? La pilule, elle a comme rôle de priver l'endométriose des œstrogènes qui la nourrissent, des hormones qui vont la nourrir, et de la mettre un petit peu au repos. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore certain qu'elle la mette vraiment au repos ou qu'elle masque, qu'elle efface un petit peu les symptômes. On ne sait pas si l'endométriose se développe ou pas sous pilule.
Alors, je voulais juste revenir sur un tout petit truc qui m'a interpellé. Moi, je suis toujours surpris. J'arrive souvent en fin de parcours, en fait, avec des dames qui, justement, racontent des histoires en disant, voilà, j'ai eu ça. Et Parce que vous êtes un spécialiste de l'endométriose. Voilà, alors du coup, là, on a créé un centre de référence en endométriose. Enfin, on se veut essayer de faire un centre de référence. C'est très compliqué. Donc, moi, j'arrive souvent à la fin du parcours. Alors, c'est toujours très simple d'arriver en fin, une fois que le diagnostic a été posé, et d'expliquer aux autres ce qu'il aurait fallu faire avant. Mais il y a un vrai défaut d'interrogatoire de ces douleurs. On vous dit, mesdames, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. On peut avoir des petites douleurs de règles physiologiques et normales. Il y a une campagne de publicité d'ailleurs qui était pour l'endométriose qui a été mise en place en disant les règles c'est naturel, pas la douleur. On peut imaginer que des règles puissent être un petit peu douloureuses, mais il y a souvent un défaut d'interrogatoire des patientes. Ça fait mal comment? Ça vous gêne à quel point? Ça fait mal pour la vessie, pour la défécation? Quels sont de typer bien cette douleur? Et en fait, si on connaît l'endométriose et on interroge bien les patientes, on a une fiabilité à 90% juste à l'interrogatoire. Chez vous, il y avait des antécédents? Non. Donc, c'est pas forcément une maladie héréditaire? Alors, c'est une maladie qui a un caractère génétique. Il y a une participation génétique. Ce n'est pas systématiquement reproductible. Et en plus, certaines endométrioses ne sont pas symptomatiques, elles ne donnent pas de symptômes. Donc on peut imaginer que chez les femmes qui ont eu une endométriose qui faisait très mal, leur maman a pu être porteuse elle-même, mais d'une version d'endométriose qui ne faisait pas mal. Donc on l'a jamais su en fait. Blandine, chez vous, ça s'est traduit comment? Alors, c'est vrai que j'ai des douleurs également depuis l'adolescence. Alors moi, par contre, c'était pas forcément pendant les règles. C'était pas systématique. J'avais des douleurs de ventre qui parfois m'attrapaient. C'est vraiment l'impression que j'avais qui me saisissaient très violemment. Parfois même à perte de connaissance parce que c'était soudain et violent. Je ne comprenais pas forcément ce qui m'arrivait. Donc, dans le bas du ventre? Dans le bas du ventre, oui, vraiment ciblé dans le bas du ventre. Et évidemment, on a également consulté le médecin de famille qui, pour le coup, a pensé que j'étais spasmophile et donc, une fois encore, qu'il y avait une part émotionnelle et psychologique. Donc, on a un peu classé les choses dans cette catégorie-là. Et puis, en effet, moi aussi, j'ai pris la pilule assez jeune, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et dans mon cas de figure, la pilule, en fait, a eu tendance à masquer les symptômes. C'est-à-dire que j'avais moins de douleurs, j'avais certes encore des gènes, par exemple pendant les rapports sexuels. C'est vrai que ma sexualité était assez contrariée, jeune fille déjà. Bien sûr, on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas de point de comparaison, hein, on vit seul avec soi-même. Donc, c'est pas évident de savoir si on a un souci ou pas de ce point de vue-là. Donc, ça prend du temps pour le comprendre et pour en parler. Et puis, voilà, donc la pilule a eu tendance à masquer les effets. Et en effet, quand je l'interrompais par moment, à nouveau, j'avais des douleurs qui réapparaissaient avec parfois des pertes de connaissance qui revenaient systématiquement. Avec une crise aiguë en septembre 2006. Voilà, exactement. Donc, au fur et à mesure, la maladie, elle s'est développée sans que je le sache. Hein. Donc, même chose, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, en 2006, en effet, je commence à avoir des nouveaux symptômes, comme les cystites ou des problèmes aussi intestinaux, des douleurs, des spasmes, etc. Et puis, arrive septembre où j'ai, en pleine nuit, une crise d'appendicite, en fait. Donc j'étais seule puisque Manu travaillait de nuit. J'ai dû donc appeler le SAMU et en fait on m'a envoyée chez un médecin de garde dans la nuit. Donc j'ai dû parcourir la ville que je ne connaissais pas avec un plan pour trouver le médecin de garde qui m'a auscultée et qui m'a dit c'est une appendicite. En tout cas il y a des grandes chances. Donc il m'a donné un médicament pour me soulager, m'a renvoyée chez moi en me disant demain matin à la première heure vous allez à la clinique avec votre compagnon. C'est quand même assez étonnant parce que même une appendicite, ça peut être une péritonite. C'est étonnant de ne pas leur envoyer au bloc tout de suite déjà. Alors là, c'était un choix du médecin qui a préféré ne pas m'envoyer aux urgences de l'hôpital, du secteur, en pensant que je serais mieux prise en charge à la clinique. Je pense que c'était vraiment ça. C'est quand même. C'est un risque. Moi, j'ai suivi ses recommandations. Je suis rentrée chez moi et figurez-vous que le lendemain matin, je n'avais plus mal. Je crois que s'il ne m'avait pas dit va rends-toi à la clinique, j'aurais pu aller travailler. Pas de fièvre, rien? Pas spécialement de fièvre. L'antidouleur avait vraiment, alors je ne sais plus ce qu'il m'avait donné, ça devait être quelque chose d'assez fort, avait vraiment calmé la douleur et au matin je me sentais mieux. Donc on est parti, Manu est rentré à la maison, il m'a emmené à la clinique. Donc on a expliqué la situation, donc il y avait suspicion d'appendicite, on a pratiqué une échographie qui n'a absolument rien révélé. Même pas l'appendicite? Même pas l'appendicite. Et donc on m'a quand même emmené au bloc, le chirurgien estimait qu'il fallait quand même, que c'était pas normal, donc il fallait quand même aller voir.
Donc j'étais partie pour 1 heure et en fait je suis remontée le soir, donc plus de 6 heures plus tard. Et là, 6 heures d'opération. Voilà, tout à fait. Ça a duré extrêmement longtemps. Il a eu beaucoup de mal Qu'est-ce qu'il à a travailler. fait, en fait Je pense que quand il a ouvert, le sang a été présent et voilà. Enfin, c'était très très enflammé. J'étais remplie d'endométriose, de sang qui était là depuis de très nombreuses années. Parce que qu'est-ce qu'on enlève quand on opère comme ça? Ça se présente comment? C'est des situations très compliquées. C'est une endométriose qui est en phase aiguë, en phase chaude. A posteriori, toujours très simple de venir après, on aurait pu dire... s'il n'y avait pas réellement d'appendicite, on peut peut-être faire demi-tour, arrêter la chirurgie et on va refroidir, soit avec une pilule, pourquoi pas, soit avec une ménopause artificielle et y revenir quand l'endométriose sera un peu plus refroidie. Parce que là, c'est une endométriose qui... Il faudrait voir tous les détails du dossier, mais schématiquement, c'est une endométriose qui est en phase très active, en phase très chaude. C'est-à-dire elle est dopée par les hormones, elle est gorgée d'hormones, donc elle va être très inflammatoire, elle est très difficile à prendre en charge et à opérer. Dès qu'on la touche, elle se met à saigner. Et on rentre dans un cercle vicieux infernal où, malheureusement, on risque de faire beaucoup de dégâts. Et la ménopause artificielle, ça a quel effet? Bloquer l'endométriose complètement, parce que si elle ne reçoit plus d'hormones, elle ne peut plus être active, elle ne peut plus se développer. La problématique étant qu'il y a des effets secondaires relativement importants, donc on peut le mettre sur des durées très courtes, en prévision d'une prise en charge, mais ce n'est pas une finalité. Si on ne peut pas laisser une patiente 5 ans sous ménopause artificielle, les risques dont vous parlez, c'est quoi, par exemple? Principalement l'ostéoporose, c'est-à-dire qu'on va abîmer artificiellement ces femmes. Malheureusement, même si c'est pour des traitements qui sont relativement courts, c'est tellement répétitif. Moi, par exemple, sur les 6 années où ça a été très très compliqué, j'ai dû être à peu près 20 mois en ménopause chimique. C'est énorme. C'est énorme. On le fait de moins en moins. Dans les prises en charge actuelles, c'est de moins en moins courant, ces ménopauses. On a d'autres systèmes de prise en charge. Donc au réveil, vous êtes dans quel état déjà et vous au réveil, déjà, j'ouvre les yeux, je vois le visage de mon mari, de mon compagnon, si on n'était pas mariés, de ma mère, assez déconfit parce que j'étais partie pour 1 heure et en fait je me suis absentée toute la journée. Je réalise que j'ai un drain, que j'ai mal, que c'était vraiment, je me sentais vraiment très très mal. Et d'ailleurs, je suis restée 6 jours hospitalisée. C'est la plus longue hospitalisation que j'ai faite au cours de toutes les opérations que j'ai subies. Et donc, le chirurgien, très vite, alors je ne comprends pas ce qui m'arrive, clairement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, le chirurgien est intervenu très vite. Donc, on a eu des réponses assez rapides. Et puis, très vite, donc, il m'a dit, vous avez une endométriose. Et là... personne, ni moi, ni ma mère, ni mon compagnon, n'avions jamais entendu parler de cette maladie. Et puis, tout de suite, il nous a dit, si vous voulez des enfants, il faut le faire tout de suite. Donc, vous avez compris qu'il y avait un risque d'infertilité. On a compris que c'était quand même assez sérieux, même si on n'a quand même pas mesuré l'ampleur. Parce que, comme on venait de m'opérer, moi, je me suis dit, bon, très bien, on m'a opéré, c'est bon, ça va aller, je vais guérir. Alors, juste sur ce risque, est-ce que le risque d'infertilité est-il systématique quand on parle d'endométriose? Non, pas du tout. En l'absence de prise en charge, si on prend des patientes qui n'ont pas été prises en charge médicalement, on a régulièrement des grossesses chez des femmes qui ont de l'endométriose qui n'a pas été spécialement prise en charge et qui tombent enceintes. Ce qui est édifiant, c'est que dans vos 3 histoires, vous avez découvert l'endométriose au moment où vous en a parlé. C'est-à-dire vous ne saviez pas ce que c'était. C'est une maladie au jour d'aujourd'hui dont on sait qu'elle représente un problème chez une femme sur 10, c'est-à-dire autant que le cancer du sein. Dans vos 3 cas, vous ne saviez pas ce que c'était. Vous êtes allé sur Internet voir ce que c'est. D'où l'importance de notre émission, qui aura, je l'espère, un effet pédagogique et informatif. L'idée de conseiller d'avoir un enfant le plus vite possible, ça correspond à quoi? Philosophiquement, ça m'embête énormément. C'est une très bonne idée, parce que c'est le réflexe qu'on va avoir. Maintenant, pourquoi c'est une très bonne idée? Parce que plus on attend, plus la maladie risque de se développer. Plus elle risque de se développer, et plus elle va potentiellement faire des dégâts. Maintenant, j'ai souvent des patientes qui arrivent en consultation en me disant voilà, je dois faire un bébé maintenant parce que j'ai de l'endométriose et sinon ça marchera pas avant. Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours un petit peu embêté. Là, vous étiez déjà en couple. Alors, donc on se connaissait. On n'était pas en couple depuis très longtemps. En fait, ça faisait 6 mois qu'on était en couple. Oui, c'était récent. Il m'avait déjà suivi dans le Pas-de-Calais, donc c'était déjà un bel engagement. Mais c'est vrai que le pauvre, tout de suite, ça nous est tombé dessus un peu comme ça. On appelle une abeille. Et bon, c'est sûr, c'est un choc. Par contre, c'est un choc psychologiquement. On n'est pas préparé à ça, puisque on pense qu'on a le temps, comme tout le monde, que ça viendra quand ça viendra, et voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur l'instant, c'est un choc. Après, on se dit bon, après tout, on m'a opéré. On m'a mis en ménopause chimique pendant 3 mois et on se dit après le traitement, on se détend, ça va venir tout seul. Alors on va revenir sur le parcours que Natacha a dû emprunter, un parcours vraiment difficile. Oui.
puisque vous avez donc diagnostic, on disait à 28 ans, je crois. Oui, c'est ça. Et vous avez dû subir 2 opérations en 1 an. Oui. Donc une année incroyablement difficile. Une année compliquée, oui, pour moi. Donc la première opération est arrivée 1 mois après le diagnostic. Le gynécologue m'a dit, avec les douleurs que vous avez et l'ampleur des dégâts, des kystes, je ne peux pas vous laisser comme ça, donc il faut impérativement opérer. Donc on a opéré une première fois où il a retiré donc 3 kystes et il s'est rendu compte que malheureusement il n'y avait pas que des kystes à l'opération. Il s'est rendu compte que j'avais une partie de l'intestin qui avait adhéré à l'utérus en fait par l'endométriose, donc ce qui provoquait aussi des douleurs très intenses, puisque quand je suis en période de crise encore aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu au niveau de la douleur, je ne peux même plus m'asseoir en fait. Comment ça va là aujourd'hui? Vous avez mal? Alors aujourd'hui ça va. Aujourd'hui, ça va, mais je vis encore avec mes douleurs d'endométriose, au quotidien. Donc, première opération. Donc, il a fallu envisager une autre opération pour décoller les intestins? Alors, pas tout de suite. En fait, le gynécologue qui m'a opéré m'en a parlé, sauf qu'il m'a dit que c'était vraiment pas son domaine et qu'il n'était pas spécialisé. Donc, pour lui, il fallait pas y toucher. Donc, il n'a pas touché à cette partie-là. Il a gratté les ovaires, enlevé les kystes. Mais il n'a absolument pas touché à la partie de l'intestin. Alors, qu'est-ce qui se passe après, dans les mois qui suivent? Alors, 1 mois après l'opération, j'ai de nouveau de fortes douleurs qui réapparaissent. Donc, à ce moment-là, je retourne le voir. Il décide de me faire passer une nouvelle IRM. Et là, à l'IRM, à ma grande surprise, l'endométriose a récidivé et j'ai à nouveau des kystes partout dans le ventre. Donc, il m'a dit, écoutez, je viens de vous opérer, donc c'est pas une solution de réopérer tout de suite. Donc là, même combat, ménopause artificielle pendant 6 mois. Et donc après, on doit vous réopérer? On me réopère l'année d'après. Donc au bout de 6 mois, j'arrête la ménopause artificielle dans l'espoir de tomber enceinte, puisqu'il y avait un réel désir d'enfant. Là, c'était pas il faut faire un enfant. C'était un réel désir d'enfant. Donc on arrête la ménopause artificielle. Et donc voyant qu'il n'y avait toujours pas de grossesse, on décide de faire une nouvelle IRM pour voir où ça en était. Et là, on s'aperçoit que cette fois, c'est apparemment les ligaments utérosacrés qui étaient touchés. Donc ça a continué de s'amplifier au niveau de la maladie. Donc là, nouvelle opération avec à nouveau des kystes. Encore 3 kystes qui s'étaient posés sur les ovaires. Donc la nouvelle opération pour retirer encore ces kystes-là. Et là, vous êtes dans quel état psychologique à ce moment-là? Psychologiquement, c'est compliqué parce que c'est des opérations qui, pour moi, étaient très lourdes en fait. J'ai très très mal vécu les opérations parce que c'est des opérations. J'ai pas été opérée en cellule en fait. On m'a vraiment ouvert un petit peu comme une césarienne en fait, d'un côté à l'autre, les 2 fois pour retirer tous les kystes et le maximum d'adhérence. Donc j'ai très mal vécu les opérations. Alors là, j'ai les poils qui se hérissent dans le dos, ça se voit pas, mais alors c'est presque ce que vous décrivez, c'est pratiquement une publicité pour les centres de référence en endométriose et pour le fait que ce soit pris en charge par des spécialistes. Cette prise en charge, je ne veux pas lancer la pierre à la personne qui l'a faite et il a fait ce qu'il a cru bien et tant mieux. Aujourd'hui, on sait que c'est précisément à peu près ce qu'il ne faut pas faire. Aller 2 fois consécutifs, nettoyer vos ovaires, on sait que ça a un effet très très délétère sur la fonction ovarienne, sur la réserve ovarienne. Ça veut dire quoi? Qu'il aurait fallu la laisser vivre avec ses kystes? En pratique, cette prise en charge doit être faite en célioscopie par quelqu'un d'ultra spécialisé là-dedans, qui est muni d'un matériel très spécifique qu'on appelle un plasma jet, c'est un laser plasma, qui va permettre de coaguler le kyste sans altérer l'ovaire. Parce que le fait en chirurgie de gratter l'ovaire... C'était il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, c'est une prise en charge qui, il y a 10 ans, était cohérente, on va dire, mais dont on sait maintenant qu'il ne faut plus la faire. Il faut vraiment qu'elle ne soit plus faite. C'est quelque chose qu'on a progressé sur la prise en charge. Énormément. Concrètement, la célioscopie, c'est quoi? C'est deux petits trous dans le ventre? Exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ouvrir... Non, au contraire. Que des petits trous, de 5 mm à 1 cm. On va introduire des instruments qui vont permettre de faire une chirurgie qu'on appelle mini-invasive, c'est-à-dire le fait de ne pas faire des grosses opérations, donc pas des grosses adhérences, une récupération qui est plus rapide et d'être moins délétère, entre autres pour la fertilité ultérieure. C'est que des petits trous. Alors, on revient à cela, donc cette opération. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? C'est pas tout, c'est pas fini? Non, c'est pas fini, c'est que le début, malheureusement. Après la 2e opération, donc, le gynécologue me dit que il faut vraiment maintenant, si vraiment j'ai un désir d'enfant, donc là, effectivement, maintenant, on y vient. On me dit qu'il faut le faire rapidement parce que l'endométriose a bien pris sa place et que
ça peut jouer sur la fertilité. Donc il faut impérativement tomber enceinte si je veux un enfant, parce que c'est possible que par la suite ça ne fonctionne plus. Donc là, on essaie naturellement pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il ne se passe toujours rien. Donc je retourne voir ce même gynéco qui me dit que lui, de son côté, a fait tout ce qu'il pouvait pour moi et que malheureusement, si ça ne fonctionnait pas naturellement, il faudrait passer par des fécondations in vitro et de la PMA. Donc vous vous dirigez vers un centre de PMA. Voilà, on se dirige vers un centre de PMA. Procréation médicale assistée. Voilà, c'est ça. On décide de faire ce qu'on appelle une hystérographie, en fait, pour voir l'état de mes trompes, voir un petit peu comment ça se passe. Et là, à l'hystérographie, on se rend compte que mes trompes ne ressemblent plus à des trompes, mais à des bourses, en fait. Complètement boursouflées par l'endométriose et complètement bouchées. Donc là, ça explique que vous n'ayez pas pu tomber enceinte. Ça explique le fait que je ne pouvais pas tomber enceinte. Donc là, il ne reste plus que la solution de la fécondation in vitro. Tout à fait. Donc fécondation in vitro. Donc on arrive à la première fécondation in vitro où malheureusement, le jour de la ponction, au réveil, le gynécologue me dit qu'il n'a pas réussi à ponctionner d'ovocytes, que la seule chose qu'il a réussi à prélever, c'est du liquide kystique. Donc vous ne vous arrêtez pas là, vous enchaînez 2 autres fécondations in vitro. Alors avant ça, il y a une 3e opération, puisque après le diagnostic donc, de la première FIV qui était laborieux, le nouveau gynécologue en PMA me dit, écoutez, de toute façon, naturellement, vous n'y arriverez jamais, vos trompes sont trop abîmées et de toute façon, le liquide kystique qui est à l'intérieur peut être nocif pour les embryons, donc il vaut mieux enlever les trompes. Donc là, c'est l'effondrement, puisque on se dit que sans l'appareil gynécologique complet, on n'est plus une femme. C'est un peu le sentiment que j'ai eu, en fait, de me dire, voilà, on m'enlève une partie de moi-même, la partie qui me permet d'avoir des enfants. Donc on se sent vraiment mal à ce moment-là. On se sent vraiment mal. Donc là, l'opération arrive rapidement. Et au réveil de l'opération, donc le gynécologue me dit, j'ai réussi à enlever une trompe complètement. La deuxième, j'ai pas réussi, parce qu'il y avait trop d'adhérence. Donc du coup, ils m'ont ligaturé la 2e trompe. Voilà. Et après ça ? Alors après ça, on a enchaîné les FIV. Donc je vous pose des questions, mais j'imagine que tout ça, ça représente des mois et des mois, des années même. Des années, et que forcément ça a des conséquences, des incidences sur la vie de couple, en particulier. Oui, en particulier, surtout que je pense que pour les compagnons, c'est difficile à vivre. Le mien, en tout cas, était complètement renfermé et impuissant par rapport à ça. Et j'avais même l'impression qu'il était distant au début, parce qu'en fait, c'est une maladie qui est quand même invisible. Et quand on se plaint des douleurs, c'était compliqué, en tout cas pour lui, de se rendre compte à quel point ça faisait mal. Donc ensemble, mais seuls, chacun dans son coin pour vivre. Oui. Donc vous enchaînez combien de fécondations in vitro après? Alors au total, on a eu 7 protocoles complets de fécondation in vitro. Donc quand j'appelle protocole, c'est traitement complet, puisque j'ai pas eu de transfert d'embryon à chaque fois. Ce qui se passe, c'est que, et ça malheureusement on nous le dit qu'après, c'est que de par la chirurgie et de par l'endométriose, la réserve ovarienne s'épuise avec le temps. Donc au fur et à mesure des fécondations in vitro, il y avait de moins en moins d'ovocytes ponctionnés et des ovocytes de très mauvaise qualité, donc ce qui donnait à chaque tentative un seul embryon. Donc embryon qu'on me transférait chaque fois, et avec des résultats négatifs systématiquement, sauf... alors on a eu 2 débuts de grossesse qui n'ont pas abouti, puisque c'est ce qu'ils appellent des grossesses biochimiques, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait eu un début d'accroche, mais qui n'a pas tenu. Donc à chaque fois, c'est le drame, à chaque fois, on se sent vide, on ne se sent pas femme. C'est l'échec, donc ça doit être terrible psychologiquement. C'est les échecs sur échecs. Vous êtes prise en charge psychologiquement? On vous soutient? On vous aide? Il y a des... Rien du tout? Non, on est livré à nous-mêmes, en fait. On nous lance dans ce parcours sans nous expliquer déjà pourquoi, comment ça va se passer. On n'est pas suivi. On se retrouve seul face à tout ça, face à des traitements qui sont lourds. En étant bêtement terre à terre, le problème très simple, on le rencontre moi au centre de référence de Nice, le gros problème, c'est qui rémunère le psychologue qui prend en charge les patientes. Est-ce qu'on les envoie et qu'elles payent elles-mêmes leur consultation, etc., etc. Pour l'instant, on est aux prémices de la mise en place de ce système-là pour l'endométriose, avec des conséquences qui sont parfois tout aussi importantes que celles d'un cancer, si ce n'est plus peut-être même des conséquences dramatiques, et pour l'instant un no man's land et une absence de budget. Alors, conséquences dramatiques, un risque d'infertilité, mais est-ce que la vie peut être en danger?
dans notre société aujourd'hui, on ne meurt pas d'endométriose, mais on peut en garder des séquelles très importantes. Alors, Anne, vous aussi, ça a été terrible. Combien d'opérations pour vous ? 6 opérations pour moi. La première mesure qu'on a prise, c'est de vous mettre sous ménopause artificielle. Alors, moi aussi, je me suis fait opérer. C'est marrant parce qu'on se reconnaît dans les parcours de chacune. Je me suis fait opérer par un gynécologue de la maternité de vers chez moi. Je pensais qu'il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Il m'a opéré, ménopause artificielle qui a suivi pendant 6 mois. Je me suis dit qu'effectivement, c'était une maladie importante, mais que bon, après l'opération, ça allait bien se passer. Et ben non. Non, parce que quand la ménopause artificielle s'arrête, les symptômes reviennent tout de suite. Vous aussi, vous avez eu des opérations très handicapantes. Oui. On vous a aussi ouvert le ventre. Moi aussi, j'ai eu une laparotomie. Également, mon rectum a été envahi par la maladie. Il a fallu en couper une partie. Donc, j'ai eu le port d'une poche. Et depuis cette opération, ma vie ne sera plus jamais pareille. C'est-à-dire que tous les jours, je souffre de douleurs digestives. Enfin, voilà, il y a une vie avant, il y a une vie après. Et c'est pas sans conséquence de se faire opérer, effectivement. Alors, c'était tellement dur et douloureux psychologiquement qu'il vous est arrivé d'avoir des idées carrément noires. Alors, effectivement, il y a un moment donné où j'avais cette phrase dans ma tête qui me disait « il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse ». Et tu disais tout à l'heure, on a envie de s'endormir et de plus se réveiller. On a besoin de trouver une solution pour que ça s'arrête. On n'arrive pas à la trouver entre les mains des médecins. Et on compte que sur nous dans cette bagarre. Et il y a eu 2 phases difficiles. Un jour, j'en pouvais vraiment plus. Je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. J'ai pris les clés de la voiture. Puis à ce moment-là, mon ex-mari m'a stoppée. Il arrivait à ce moment-là. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et puis j'ai eu aussi, suite à ma dernière opération, porter une poche. C'est quand même une poche d'excréments. C'est quand même pas rien dans la vie d'une femme. Des douleurs atroces qui étaient associées. J'ai fini au final par être intégrée dans un service de psychiatrie pendant 3 semaines. Parce que là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, durant toute cette épreuve, notamment la dernière, je n'ai eu aucun suivi psy, enfin personne qui s'est soucié de ne serait-ce que de me demander une seule fois comment j'allais, quoi. Et puis parallèlement, vous vous lancez aussi dans un parcours de fécondation in vitro ? Oui, là aussi, je crois que tous les centres de PMA, de procréation médicalement assistée, ne sont pas forcément spécialisés en endométriose. Et j'ai commencé ma première fécondation in vitro dans un centre qui n'était pas spécialisé. Mes souffrances ont été atroces et rapidement, ils m'ont fait comprendre aussi qu'ils ne pouvaient pas grand-chose pour moi, que mon cas était un peu désespéré. Donc, j'ai été frappée à la porte de Paris. Et là, j'ai été prise en charge dans un centre qui était vraiment spécialisé dans l'endométriose. Dans ce centre, quand on fait une fécondation in vitro, ils préfèrent, après la ponction, congeler les embryons pour laisser notre corps se reposer parce que l'endométriose s'emballe, s'inflamme sous les hormones, sous les injections. Donc, ils préfèrent depuis quelques années, laisser notre corps se reposer pendant 1 mois minimum et nous transférer après 1 ou plusieurs embryons pour avoir plus de chances qu'il y ait une éventuelle accroche. Voilà. Ça n'a pas marché et votre couple s'est délité ? Oui, ça a fini par un divorce. Parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre que tout le monde soit prêt à accompagner un tel parcours. Vous nous direz dans quelles conditions vous avez eu la chance et le bonheur de rencontrer Lionel. Blandine, vous nous disiez tout à l'heure donc qu'après votre opération, le médecin vous a conseillé de tomber enceinte le plus rapidement possible. Vous avez tenté de suivre son conseil ? Alors, d'abord, je me soigne, je prends soin de moi les mois de traitement, puis on essaie de s'installer et puis de créer notre famille. Donc, on a déménagé à ce moment-là, on s'est focalisé pour trouver une petite maison à la campagne. On s'est installé vraiment dans un endroit qui nous plaisait. Et puis, on
on a attendu sans se mettre la pression, mais de se dire que ça allait venir naturellement. Alors évidemment, ça n'est pas arrivé, et la maladie est assez vite réapparue en fait après la première intervention, une année plus tard. À nouveau, des douleurs assez intenses dans l'aine gauche m'ont poussé à revoir mon médecin, qui a prescrit une IRM assez dans l'urgence parce que les douleurs étaient vives. Et là, il y avait à nouveau un kyste important sur l'ovaire gauche, qui était un peu suspect de par sa forme. Les médecins qu'il a, donc j'avais déménagé, donc j'ai été prise en charge dans une autre clinique, toujours pas spécialisée dans l'endométriose, mais par des gynécologues cette fois-ci. Et donc les gynécologues ont décidé qu'il fallait à nouveau pratiquer une célioscopie. Donc ils ont enlevé par cellio le kyste en essayant de préserver l'ovaire, mais ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont rien touché. Ils ont testé à ce moment-là, ils ont vérifié la perméabilité des trompes. Il n'y avait pas de souci de ce point de vue-là à ce moment-là. Donc voilà, la deuxième intervention a été assez simple, je m'en suis remise assez vite. Et à nouveau, donc le traitement, à la suite de l'opération, la fameuse ménopause chimique qu'on redoute toutes parce que c'est pas un moment très agréable, pour 6 mois cette fois-ci. Donc la deuxième fois, je l'ai beaucoup moins bien vécu parce que j'avais beaucoup de bouffées de chaleur, je dormais très très mal, des suées nocturnes vraiment infernales. Alors il y a la baisse de la libido aussi qui est quand même très gênante quand on a 28-29 ans, qu'on vient de s'installer en couple. Bon voilà, c'est pas forcément agréable. La prise de poids, la rétention d'eau par exemple. Donc voilà, c'est pas un moment, puis c'est brutal, on inflige ça au corps du jour au lendemain. C'est quand même, c'est pas progressif comme dans une préménopause qui est naturelle. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable. Et puis c'est à nouveau se dire pendant ce temps-là, on peut pas essayer de faire un enfant aussi. Il y a cette idée là derrière. Et puis voilà, la vie a repris son cours une fois le traitement arrivé, sans que l'enfant lui n'arrive. Donc là, vous êtes lancé dans un traitement aussi de PMA, de fécondation. Voilà, donc de ce fait, combien de FIV? PMA. Alors on a fait 2 FIV classiques, donc avec stimulation, une première stimulation normale qui n'a rien donné du tout. Il n'y avait quasiment pas de follicules. Donc on a arrêté le protocole avant d'aller à la ponction. Et une deuxième fécondation, une deuxième prise en charge pour essayer, donc cette fois-ci, d'avoir plus de follicules, donc avec un dosage beaucoup plus important, mais qui n'a eu pour effet que d'accentuer la maladie. Et donc au bout de cette deuxième FIV, ça a été un choc pour nous. Parce qu'on est remonté du bloc, Manu m'attendait, on est venu nous annoncer qu'il n'y avait absolument aucun ovocyte. Et là, on nous a dit, mais madame, il faut arrêter, c'est pas possible. Votre endométriose est trop agressive, vous n'aurez pas d'enfant, arrêtez Et pourtant, vous avez continué, il y en a eu une 3e. Alors, de ce fait, après ça, voilà, on a stoppé un temps, mais j'ai dû être réopérée à nouveau parce que là, la maladie s'était emballée. En cours de l'année 2010, on m'a opérée, on m'a retiré une trompe. On a à nouveau nettoyé les ovaires. Alors là, il y avait vraiment, ils ont dû tout replacer, les organes étaient accolés les uns aux autres. Mais cette fois-ci, j'étais prise en charge par quelqu'un de compétent. Puisque après la seconde FIV, je suis allée à l'hôpital de Lille pour essayer de rencontrer quelqu'un qui était spécialisé dans la maladie. Pour la première fois, j'ai été entendue. Pour la première fois, j'ai été écoutée vraiment. Et je me suis sentie soignée. Vraiment, c'était la première fois. Juste une question, Emmanuel. Comment on gère le désir et la libido quand on est embarqué dans ce genre de parcours, avec tout ce que ça représente, toutes les opérations, tous les traitements, tout? Honnêtement, c'est très très compliqué. Surtout, on était jeunes quand on s'est rencontrés, et puis la maladie arrivait très vite dans notre relation. Et quand vous voyez votre compagne souffrir, ne pas savoir si elle doit mettre de la glace sur le ventre, ne pas savoir si elle doit faire chauffer des bouillottes et rester allongée dans son canapé après ses cours, parce que Plantine est prof, c'est très compliqué. On ne peut pas exiger de sa femme d'avoir des relations dans ces conditions et de la faire souffrir davantage. Donc il faut prendre ses distances. C'est pas évident en tant qu'homme, on y arrive quand même. Je suis pas bouddhiste. Un beau témoignage d'amour, en tout cas. C'est pas de problème. Bon, donc il y a une 3e FIV, une 4e FIV, et là, on vous dit quoi? Alors, après l'opération, on ne fait plus les FIV classiques. Là, à Lille, on me dit, pas question, c'est trop dangereux. Donc, de ce fait, on part sur un protocole de FIV semi-naturel, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne m'a pas stimulée. Et donc, cette fois-ci, on prend un premier échec en semi-naturel, et la deuxième fois, on obtient un ovocyte, le premier de ma carrière de femme. Et malheureusement, malheureusement, on n'a pas pu le féconder. Il est mort très rapidement. Il était de mauvaise qualité. Il n'a pas survécu. Donc là encore, il faut s'en remettre psychologiquement. Oui. Cette année-là, on n'a pas fait que ça. On a fait des démarches pour le don d'ovocytes.
On a fait des démarches pour lancer l'agrément. Ah oui, c'est ça. Donc vous êtes tourné. Voilà, on a tout lancé. Toutes les chances de votre côté. Voilà, on a tout lancé la même année. Parce que quand même, à la fin après la 4e FIV, il y a eu quand même une opération terrible pour vous. Oui, tout à fait. Alors, pas tout de suite, 2 ans plus tard, mais en effet, en 2013, on m'a retiré donc l'utérus. C'est-à-dire que ça devenait tellement invasif, tellement insupportable en termes de douleur que vous vous êtes dit... Mais déjà, quand on l'a retiré, ça faisait 1 an et demi que je ne pouvais plus. J'avais déjà supplié le chirurgien 1 année auparavant, mais forcément, comme on n'avait pas encore abouti dans nos démarches d'adoption, il était réticent. Je n'avais que 31 ans, on n'était pas parents, il avait peur que je m'effondre psychologiquement, et il avait sûrement raison. La première fois que je lui ai demandé, j'aurais certainement pas été capable de gérer. La 2e fois, je m'étais préparée. À quel âge alors ? J'avais 32 ans. Cet organe, c'était juste un rappel permanent d'une incapacité que j'avais à donner la vie. Il n'aurait servi à rien, je le savais, c'était une évidence. Et il ne me faisait que du mal. Donc c'était une souffrance absolue. Donc voilà, et j'ai jamais eu de regrets. Sauf que une opération, l'ablation de l'utérus ne signifie pas forcément guérison. Pas du tout. C'est ça qui est terrible. Non. Tant qu'on a des hormones, la maladie peut se développer ailleurs. Voilà. Sylvain, là-dessus ? L'hystérectomie est loin d'être systématiquement une solution parce qu'on peut avoir encore de l'endométriose, donc c'est pas une finalité. Psychologiquement, l'hystérectomie à 32 ans, c'est très 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 compliqué, surtout quand il n'y a pas d'enfant à la clé. Et je crois qu'il a très très bien fait de dire on fait pas d'hystérectomie tant qu'il n'y a pas le processus d'adoption qui est effectif. Non, c'est des situations très très compliquées où on essaye de zigzaguer entre. On a souvent le choix entre plein de mauvaises solutions et on va essayer de choisir la moins mauvaise. Ah ouais. Alors j'imagine que Natacha doit être un peu effarée en entendant tout ça et en se disant j'espère que je devrais pas en arriver là. On vous a laissé à la 4e FIV tout à l'heure, il y en a eu une 5e, ensuite il y a eu encore une opération et il y a eu une 6e. Oui. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, ça a été un des 2 débuts de grossesse dont je parlais tout à l'heure. Même schéma que la première fois, donc on fait la prise de sang 15 jours après le transfert d'embryon et là, résultat positif, donc on est content, on se dit que ça y est, enfin. Même si, alors, on a vécu un premier échec où ça avait fonctionné, pas accroché, donc on est quand même assez méfiant. Je m'étais mis en tête que cette fois, c'était la bonne. Donc forcément, quand le résultat de la prise de sang arrive, on est ravis. Sauf que là, même chose, 2e prise de sang, le taux avait commencé à baisser. Donc là, on me dit que, encore une fois, ça n'a pas marché. Et alors là, pour le coup, ça a eu de vraies conséquences sur votre couple ? Oui, puisque c'est à partir de là que j'ai commencé à m'isoler, en fait. J'ai commencé à m'isoler, j'ai commencé à vouloir vivre ma souffrance toute seule, en fait. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas suivi. Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on en a besoin. Donc, vous vous séparez ? On garde quand même le contact. Mais ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que... alors, Michel, lui, de son côté, a pris beaucoup plus conscience de la maladie vraiment à ce moment-là. Pourquoi ? En fait, il est pompier volontaire, donc il s'est renseigné auprès de médecins pompiers avec qui il travaille, qui lui ont dit, mais oui, ce qu'elle a, c'est une vraie maladie, c'est vraiment très douloureux. Ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Non. Et donc, alors, comment ça s'est manifesté ? Comment ça s'est traduit, le rapprochement qu'il y a eu par la suite ? Par des messages au départ, en fait, tout simplement, en m'expliquant que vraiment il avait pris conscience des choses, de la maladie, de moi, de ce que je ressentais, que j'étais la femme de sa vie et qu'il était prêt à assumer vraiment cette maladie avec moi et ce combat avec moi. Et il est allé jusqu'où ? Il est allé jusqu'à la demande en mariage. Et là, vous avez hésité ? Pas du tout. Donc, vous êtes mariés ? Oui. Et vous avez recommencé le combat et voilà. Une 7e FIV. Voilà, là qui n'a pas fonctionné. Donc là, vous vous tournez vers une nouvelle solution. Une nouvelle solution. Donc on m'avait beaucoup parlé de don d'ovocytes, alors on en entend parler, mais là c'est encore un nouveau cap à passer en se disant que oui, c'est une possibilité d'avoir un enfant, mais un enfant qui n'aura pas vos gènes. Donc il faut arriver à passer au-delà de ça. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que si vraiment c'était la solution pour pouvoir porter un enfant, oui, j'allais le faire. Donc là, on commence les démarches dans un centre spécialisé et on voit tout un tas de gynécologues, biologistes, psychologues. Voilà, on voit tout un tas de personnes qui montent un dossier. Alors ça se passe où ça ? Alors pour moi, sur Marseille.
sur Marseille, dans un centre spécialisé en don d'ovocytes. Donc on monte tout ce dossier-là et on me laisse quand même entendre que ils savent pas vraiment si je vais avoir des chances de pouvoir accéder au don d'ovocytes parce qu'on a quand même eu nos chances avec mes propres ovocytes. Donc on est allé quand même jusqu'au bout des démarches. On a posé un dossier et on nous a rappelé, je crois, 2 jours après la commission en nous disant que notre dossier avait été refusé. Donc là, on se tourne vers l'étranger? Oui, en Espagne. J'en ai tout là aujourd'hui? Alors en Espagne, on a fait un protocole complet avec 3 transferts d'embryons qui n'ont pas fonctionné non plus. Mais vous y croyez encore? J'y crois encore. Donc vous allez en faire un bientôt? Alors là, on attend parce que malheureusement, ça a un coût. Les dons d'ovocytes en Espagne, en France, c'est pris en charge. En Espagne, ça ne l'est pas du tout. Donc ça a un coût qui est vraiment très, très important. Et donc là, on a un peu épuisé les économies pour financer le premier protocole. Donc là, on attend de pouvoir à nouveau financer. Ça coûte combien? Alors au total, avec tous les examens qu'on a passés et tout le protocole complet, on en a eu pour 7 300 €. Et le dernier protocole remonte à quand? Avril, là au mois d'avril. J'ai eu le dernier transfert d'embryon le 13 avril exactement. Et alors vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui là? C'est compliqué parce que on est effondré tout de suite après l'échec forcément. Puis on enchaîne les échecs, donc on se dit que la prochaine fois sera la bonne. Et donc on met un petit peu de temps à se relever et puis on se dit que tout n'est pas perdu. J'ai encore mon utérus, moi j'ai encore la chance d'avoir mon utérus. Donc je me dis que tant que je ne serai pas allée jusqu'au bout, j'ai envie d'essayer. Et le couple? Le couple va bien. Le couple va bien puisqu'on se soutient bien mutuellement maintenant aujourd'hui. Voilà. Ouais, vous parlez. Ouais. Et quand vous voyez Anne, ça doit vous faire du bien évidemment de voir que ça peut marcher. Tout à fait. Hein? Anne, comment vous réagissez? C'est dur. C'est dur parce que on sait qu'on a de la chance et qu'on a les larmes aux yeux tous les deux. Parce qu'en plus, Anne, vous êtes passée aussi par une séparation. Vous disiez tout à l'heure que ça avait été la fin de votre couple. Je ne sais plus à combien de filles vous en étiez. J'en étais à 3 filles. C'était la fin de mon couple. Et du coup, c'est vrai que quand on se retrouve toute seule en étant gravement atteinte et l'âge commence aussi à avancer et tout ça, on se dit que la maladie risque de gagner. Et j'ai eu mon premier miracle, ça a été de rencontrer Lionel au beau milieu de ce parcours. J'ai eu la chance de le rencontrer que 2 mois après ma séparation. Coup de foudre? Ouais. Je ne m'attendais pas à tout ce parcours en la rencontrant, parce que c'est pas marqué sur le visage, mais... En plus, vous aviez 3 enfants, vous, donc pas forcément peut-être le désir d'être père à nouveau? Complètement pas du tout. Mais... Pas du tout. Non, c'est un échange... C'est un échange par rapport à la situation. Et puis, je suis quelqu'un de très famille. Donc, à partir du moment où on touche ce sujet-là, c'est vrai que de créer à nouveau une famille, ça a été un échange pendant quelques mois quand même pour prendre la bonne décision. Donc, je l'ai suivi dans toutes ces démarches. Il y a eu un parcours assez perturbé aussi, à être très optimiste et puis voir les choses du bon côté, quoi. Toujours. En tout cas, vous avez été très efficace puisque là, ça a marché à la combienième de FIV? Pardon, je suis un peu perdue, moi. Oui, les comptes sont compliqués au bout d'un moment. Ensemble, alors en tout, moi, c'était j'en ai fait une 4e et une 5e, donc avec Lionel. Mais pour nous deux, c'était notre 2e. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on se sépare, notre compteur, en tant que patiente, retourne à 0. Ah bon? Le compteur de FIV retourne à 0. Mais je ne souhaite pas ça aux autres femmes. C'est pas un conseil qu'on peut donner. Non. Mais voilà, quand j'entends ton témoignage, quand j'entends vos témoignages, je me dis que la vie tient à peu de choses, qu'il faut toujours y croire, quoi qu'il en soit. Et j'ai déjà vu 4 échecs et 4 négatifs avant. Pour moi, j'ai déjà commencé à me documenter, par exemple, sur le don d'ovocytes, sur l'adoption, parce que, pareil, moi, la FIV, avant que j'obtienne ma fille, la FIV, il y a eu lors de la ponction, quand je me suis réveillée, on m'a dit, voilà, on vous a ponctionné un ovocyte. Mon Dieu, là, c'est le drame, quoi. C'est le drame. Et
Oui, moi aussi, je suis une nature assez... Il faut qu'on rebondisse de toute façon dans ce parcours-là. Si on s'arrête, on s'écroule. Je crois qu'on a besoin... Je crois que c'est ça, on a toujours besoin d'être dans l'action. Ouais. Alors, racontez-nous le moment où on vous dit que c'est positif, quand même. J'avais repris mes études à ce moment-là en parallèle de mon boulot. Je suis en salle de cours blasée, complètement blasée. À la pause du cours, je me vois contacter le conseil départemental par rapport au dossier de l'adoption. On avait commencé les démarches et tout. J'étais pliée en deux, j'avais mal, je savais encore que ça allait être un négatif. Et puis là, en plein cours, j'allume je vais sur ma boîte mail pour regarder ce résultat que je voyais encore inférieur à 5. Et là, je vois un énorme taux de 800 et quelques. Et là, mon Dieu, j'ai explosé en plein cours. J'ai franchi la porte. J'ai hurlé dans toute l'école. Et mon Dieu, quoi. Ça faisait 9 ans, quoi. 9 ans de combat, de douleur, C'était waouh. Et vous appelez Lionel ? Ouais. Et vous comprenez tout de suite ? Je comprends tout de suite, oui, effectivement, qu'elle est enceinte. Et puis, je ne sais pas si j'étais heureux d'être à nouveau père à ce moment-là, mais d'attendre un enfant. D'entendre son bonheur. Ouais, voilà, c'était surtout ça, quoi. Ouais. C'est la concrétisation le fait qu'elle soit heureuse, soit enceinte et voilà, c'était pour moi. Donc elle s'appelle Juliette et c'est un bébé que vous qualifiez comment ? De miracle, c'est mon miracle, c'est mon bébé miraculé et je le crie sur tous les toits, quoi. Et alors, après Juliette, vous avez dit on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Vous étiez prêt à avoir un 5e enfant, vous ? Là, c'est à nouveau discussion. Assez controversée puisque elle voulait absolument continuer et moi je pensais un peu plus à sa santé, ça repartir, aux choses qu'on a pu évoquer tout à l'heure. C'est parce que le compteur repart à 0 après une séparation, on a bien compris, mais un corps de femme peut endurer combien de FIV C'est ça qui est terrible quand même. Le compteur de l'endométriose, lui, ne repart pas à 0 par contre. Il est toujours en train de se développer. Ce sont des situations assez compliquées. On est dans une situation en tant que médecin FIViste où on doit freiner et accélérer en même temps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'accélérer pour stimuler les ovaires, donner des ovocytes, ponctionner des ovocytes. Et en même temps, on sait qu'il est très difficile, il y a des protocoles qui permettent de le faire à minima, mais il est très difficile de générer une activation du système reproducteur sans que l'endométriose n'en profite aussi. D'où l'intérêt d'avoir des équipes qui se réunissent ensemble pour bosser ensemble et pas les uns contre les autres. Et dans vos parcours, c'est assez notable. On voit des chirurgiens qui travaillent de leur côté, des FIVistes qui travaillent de leur côté, etc., etc. Et on a l'impression qu'ils ont un peu des problèmes de communication ensemble. Et depuis 2-3 ans, on a des comités de discussion, des comités pluridisciplinaires où participent des FIVistes, des chirurgiens, etc., qui sont supposés discuter ensemble autour du dossier et non pas chacun de leur côté. Ça, c'est assez intéressant. Il y aura sans doute une grosse amélioration de la prise en charge grâce aux patientes initialement qui sont venues râler en disant stop, arrêtez, vous me dites faut m'opérer, vous me dites faut faire de la FIV, vous me dites ça, vous me dites ça. Si vous vous mettiez autour d'une table et vous me dites toute la même information. Et une autre chose qui m'a un peu surpris, c'était une annonce téléphonique du refus je reviens sur quelque chose tout à l'heure, c'est une annonce téléphonique. Oui. On vous dit non, dossier refusé, basta. Et après, il n'y a plus de contact. C'est violent. Là, on a vraiment un très gros travail à faire médicalement sur les laissés pour compte, sur les gens qu'on laisse sur le carreau. C'est-à-dire qu'on s'intéresse égoïstement. Pardon, mais en gros, vous avez beaucoup de boulot, quoi. Il y a beaucoup de boulot sur beaucoup. Mais on en fait déjà beaucoup. Franchement, entre créer des trucs pluridisciplinaires, prendre en charge psychologiquement les patientes, les informer, ne pas les laisser de côté après ces drames successifs, franchement, il y a du boulot. C'est ce qui est en train de se faire. C'est en train de se faire. Il y a une énorme mutation qui a eu lieu en quelques années. La façon de travailler, pas forcément des mutations techniques, parce qu'il n'y a pas de très grosses nouveautés, mais il y a une énorme mutation. Alors, juste, vous décidez de repartir dans ce combat, et ça marche, puisque vous êtes à nouveau enceinte. De combien de temps ? 1 mois et demi, là, c'est tout frais. Donc, il y a probablement beaucoup de personnes qui vont me voir et qui vont apprendre l'annonce pour la petite télévision. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que ça a marché. Et là aussi, jamais j'aurais pu croire que ça allait marcher parce que Juliette a 1 an et demi.
Et ça fait quasiment 1 an et demi où j'enchaîne les dérivés de morphine 1 à 4 fois par jour. Tellement vous souffrez Tellement je souffre. Et en plus, ce qui est horrible pendant... Donc ça veut dire que la maladie continue de progresser. Oui. Et ce qui confirme bien que la maladie peut continuer de progresser alors que vous êtes même toujours fertile. Alors, et puis, ce que je veux plus du tout entendre, c'est les médecins qui osent dire que la grossesse guérit de l'endométriose. Ça me fait hurler, quoi. Il arrive que certaines grossesses soignent la maladie. La grossesse va avoir à peu près le même effet que la ménopause artificielle, c'est-à-dire que l'endométriose ne reçoit plus d'hormones. Donc, dans la grande majorité des cas, les femmes qui sont enceintes porteuses d'une endométriose nous disent « je vais bien ». Pendant la grossesse, je vais bien. La problématique après la grossesse, et là il y a une dualité psychologique qui est terrible, est-ce que vous préférez avoir mal ou est-ce que vous préférez faire un bébé? Grosso modo, c'est le contrat qu'on leur propose. C'est délirant. Est-ce qu'un jour on peut en guérir de cette maladie? Ça veut dire qu'elles auront toujours mal? Pas forcément. Là, il y a un gros message d'espoir. Non, on arrive aujourd'hui à proposer des thérapeutiques qui, dans au moins 80 ou 90% des cas, permettent de pratiquement éradiquer la douleur. Le problème, c'est qu'une femme qui a un désir de grossesse, on ne peut pas la bloquer hormonalement. Donc, si on ne peut pas la bloquer, on sait que l'endométriose se nourrissant de ces hormones, et nous, en rajoutant une petite dose, on va potentiellement générer des douleurs. Donc, on lui propose... on lui demande de choisir entre sa qualité de vie et sa capacité à faire un bébé. C'est délirant comme ça. Est-ce que la grossesse est plus fragile? Un petit peu plus statistiquement, un petit peu plus de soucis en début de grossesse, un peu plus de fausses couches et un peu plus de grossesse extra-utérine. Est-ce que la morphine est compatible avec le fait d'avoir un bébé dans le ventre? En fait, c'est ce que je disais, ce qui est horrible en plus dans les fécondations in vitro, c'est que le jour où on commence une fécondation in vitro par le déclenchement des règles, on arrête toute antidouleur. Donc là, il faut être sacrément costaud dans sa tête et dans son corps parce que c'est un sacré challenge pour nous. Donc là, c'est l'espoir d'avoir ce bébé qui vous permet de supporter la douleur. Ouais, c'est ça, c'est tenter le tout pour le tout en s'accrochant et en se disant... Je sais pas, je me dis... Alors, j'en menais pas l'argent quand même, mais j'écoutais cette petite voix que j'avais au fond de moi qui me disait de ne pas lâcher et d'y aller, quoi. Et je crois qu'il faut qu'on fasse confiance, nous, femmes, en cette petite voix qui est au fond de nous. Et c'est ce que j'ai fait, en tout cas, et aujourd'hui, ça a marché. Voilà. Eh ben, félicitations, et j'imagine que votre témoignage va donner beaucoup d'espoir à Natacha. Blandine, donc on vous a laissé tout à l'heure, vous vous faites opérer, enlever l'utérus, vous aviez entamé des démarches pour pouvoir adopter. Il y a eu une première tentative d'adoption à Tahiti, vous étiez partie à Tahiti et puis ça s'est soldé par une situation assez dramatique. En effet, on était parti sur une adoption, on est parti 2 mois sur place là-bas, on tentait une adoption directe, sachant que c'est un protocole un peu particulier, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sur place. Et en effet, on était revenu avec un espoir qui s'est soldé, puisque en fait, quand on part à Tahiti, il n'y a pas d'orphelinat, on n'abandonne pas les enfants. À Tahiti, c'est pas dans leur conception, on les confie. C'est-à-dire qu'il y a une transmission des parents biologiques aux parents qui accueillent l'enfant. Ça s'appelle l'adoption Fa'amu. Fa'amu, ça veut dire qui nourrit. Donc on devient les parents qui nourrissent l'enfant. Et donc cette adoption, elle nous plaisait vraiment parce qu'on rencontrait la famille, etc. Il y avait vraiment l'idée d'être présent à l'accouchement, d'une filiation qui se transmet de parent à parent. Et donc on est revenu donc c'est très vite après l'opération. En fait, 6 semaines après l'hystérectomie, on était dans l'avion pour Tahiti. Donc on a vraiment enchaîné et on est revenu de Tahiti à la fin de l'été, début septembre, avec l'espoir d'accueillir des jumeaux. On avait trouvé une maman qui voulait qu'on accueille les jumeaux, donc on est revenu en catastrophe, changer notre agrément, puisqu'on avait un agrément pour un enfant, il fallait pouvoir en accueillir 2. Et donc on a gardé contact évidemment au quotidien et malheureusement elle a perdu les jumeaux à 5 mois de grossesse. Donc ça a été un véritable échec. Il faut vivre un deuil. Un deuil, oui. Terrible, j'imagine. Je l'ai vécu comme ça, oui. Et puis la fin du cauchemar survient en 2014. Et oui, en 2014, on était dans une année où on avait envie de prendre soin de nous, il fallait qu'on prenne de la distance, on était dans l'attente, mais on voulait lâcher prise et prendre soin l'un de l'autre. Et finalement, ça a été notre année, puisque en effet, au cours de l'année, on nous a contactés et nous sommes les parents d'une petite fille pupille d'État. Voilà, qui est née en France.
Donc il y a 2 ans et demi. Voilà, qui a presque 3 ans. Alors vous dites qu'elle vous a choisi, tout de suite vous avez su que vous étiez ses parents. Comment ça s'est traduit? À l'adoption, c'est une histoire merveilleuse. Oui, l'adoption, c'est quelque chose qui est difficile à décrire parce que c'est comme si un lien se crée instantanément. C'est vraiment difficile à expliquer, mais dès lors qu'on voit l'enfant, qu'on nous le met dans les bras, c'est... Alors, par exemple, elle se nourrissait mal quand vous l'avez prise dans les bras. Oui, tout à fait, à la pouponnière, puisqu'ils sont en pouponnière, hein, les enfants pupilles d'État qui sont nés dans le secret. C'était une petite fille qui était lente à manger, faut savoir que les enfants sont quand même très seuls, hein, pouponnière, donc on les prend que pour les soigner. Et donc, forcément, les enfants ont peut-être tendance à prendre leur temps pour profiter des soignants. Et c'est vrai que quand on est arrivé à la pouponnière et qu'on a vu notre enfant, ça a été un grand moment de joie, évidemment. Et le premier biberon l'a avalé en 2 secondes. L'air de dire, c'est bon, je suis bien calée, tout va bien. Et Manu l'a prise derrière et elle s'est endormie tout de suite dans ses bras. C'était comme si elle avait toujours été avec nous, comme si elle avait su instantanément qu'on était ses parents. Là aussi, c'était un vrai miracle. Natacha, vous y avez pensé à l'adoption? Bien sûr qu'on y pense. On y pense forcément, puisqu'on se pose toujours la question de savoir si on va pouvoir avoir un enfant naturellement. Donc oui, on y pense. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 parcours que vous avez entendus aujourd'hui? Ces 2 beaux parcours, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas forcément seul dans son long combat, un long et difficile combat. Mais j'en garde beaucoup d'espoir, en fait, que ce soit sur un parcours ou sur l'autre, puisque les 2 ont réussi à avoir des enfants de manière différente, mais ils ont eu quand même des enfants. Donc... Vous avez envie de lui dire de quelque chose en particulier, un conseil ou de rien lâcher, de poursuivre comme tu le fais avec tant de courage et comme tu viens de dire, d'une manière ou d'une autre, je ne doute pas que tu seras maman, parce que si tu t'es battue jusque-là, tu te battras jusqu'au bout, j'en suis sûre. Et vous, Blandine? Moi, j'ai envie de te souhaiter beaucoup de courage parce que c'est comme à toutes les femmes qui ont l'endométriose, c'est vraiment un quotidien qui est lourd. Et quant à ton désir d'enfant, je pense qu'en effet, que quand on a envie d'être maman, par la porte ou par la fenêtre, on est maman. Donc, je pense que tu as un tempérament à avancer dans la vie et vraiment, je te souhaite d'y arriver. Et n'aie pas peur de toutes les options parce que vraiment, quelle que soit celle qui te permettra de devenir maman, ça sera du bonheur. Merci. Alors, on va poursuivre la discussion sur ce sujet. On l'a dit tout à l'heure, 1 femme sur 10 souffre d'endométriose en France, soit environ 2 à 4 millions de femmes qui doivent vivre avec cette maladie encore méconnue. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et encore tabou. Nathalie Clary est l'une de ces femmes. À 29 ans, elle apprend qu'elle est atteinte de cette pathologie et son combat face à la maladie, elle a décidé de le mettre au service des autres grâce à son association EndoMind, créée il y a 3 ans. Notre équipe est allée à sa rencontre. Regardez. J'ai appris à l'âge de 29 ans que j'étais atteinte d'endométriose. J'étais à 3 mois de me marier quand une nuit j'ai eu de très très fortes douleurs au ventre. J'avais un kyste qui avait éclaté, un kyste assez important. J'ai été opérée en urgence et le lendemain matin, on m'a posé le mot endométriose sans m'expliquer de quoi il s'agissait. Je comprends très rapidement que des problèmes de fertilité sont liés à cette maladie. J'ai préféré pas chercher à avoir un enfant coûte que coûte. Je pense que j'ai fait un choix de vie différent, en tout cas, de celui que j'avais fait au départ. Dire que j'ai renoncé, ça sous-entendrait qu'il y a des regrets quelque part, et c'est pas le cas. Je n'ai pas de regret d'avoir fait ce choix. J'ai dû l'imposer, en tout cas, ma décision. Elle a eu les conséquences d'une séparation, puisque mon ex-mari, lui, voulait à tout prix un enfant. Nos chemins se sont séparés à ce moment-là. Il y avait vraiment une espèce de silence autour d'une maladie qui concerne plus de 3 millions de femmes en France. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, en tout cas, pour changer ça. Donc j'ai créé l'association EndoMind pour faire entendre ces femmes, les rendre visibles aussi, et permettre un travail de fond, en tout cas le déclencher, pour l'amélioration de la prise en charge de la maladie. Samedi 25 mars 2017. J'endomarche. Pour mes filles. Pour ma sœur.
toutes les femmes. En 2017, nous avons fait la 4e édition de l'Endomarche. C'est une initiative américaine et aujourd'hui, nous en sommes les co-organisateurs avec d'autres associations. On a pu voir cette année qu'il y avait autant de femmes que d'enfants et également de conjoints qui étaient présents. Nous avons réussi à réunir 1500 personnes et de voir le jour J que les gens sont au rendez-vous, c'est très gratifiant et nous, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut continuer ce combat et mobiliser encore plus. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting. Il y a des personnalités qui nous rejoignent et une en particulier qui a rejoint l'association qui est Imani. Elle savait très bien de quoi il s'agissait puisqu'elle était elle-même atteinte. C'est très touchant parce qu'elle met sa notoriété au service de cette cause et pas l'inverse. Marchons pour faire reculer l'endométriose. C'est vrai qu'à l'annonce de la maladie, j'aurais pu sombrer, très clairement, puisque c'est vrai que ça n'a pas été facile. Les 2, 3, 4 années qui ont suivi ont été assez compliquées. Mais je crois que ma nature profonde, optimiste, m'a menée dans une autre direction et m'a permis en tout cas d'en faire quelque chose d'utile. Je me dis que ça aura servi pas à moi directement parce que je ne crois pas que ça servira à ma génération, mais en tout cas les prochaines, oui. When we first met, we were so naive, didn't know anything about... Voilà, vous connaissiez cette association, j'imagine, Endomind, oui. Oui. Blandine, Oui. vous aussi? Oui, oui. Moi, j'en fais partie et je suis très, très contente d'avoir rejoint Nathalie. Et c'est une grande personne et je suis vraiment fière. Alors, je salue nos dénicheuses aujourd'hui, alors, puisqu'il y a Aude, Brigitte et Émilie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, Brigitte, concrètement, quel est l'objectif de cette association ? Le but, c'est de valoriser toutes les initiatives qui tournent autour de l'endométriose pour que ça devienne un véritable enjeu de santé publique. Donc, c'est des campagnes de sensibilisation. Voilà, dans les lycées. Au sein des entreprises aussi. Au sein des entreprises, dans des groupes scolaires. Ils assistent à des conférences avec les malades pour qu'ils puissent s'exprimer. Il y a aussi des groupes de parole dans les hôpitaux avec les laboratoires et les médecins et les malades. Alors, le but, on l'a vu et on le voit depuis le début de cette émission, c'est que cette maladie devienne un véritable enjeu de santé publique. Exactement. Surtout, et puis faire avancer la recherche, parce qu'on a vu que c'était une maladie encore très méconnue, qui prend différentes formes. Donc, peut-être que les médecins ont besoin du témoignage des malades pour les aider à avancer. Exactement. Alors, on a vu cette jolie ambassadrice en la personne de la chanteuse Imani. Il y a plein d'autres personnalités qui soutiennent l'association. Il y a Camille Chamou, Julie Gaillet, Carla Bruni. Oui, ce qu'ils font aussi, ils organisent des ateliers, des cours et des ateliers pour que les femmes puissent vivre plus sereinement avec cette maladie. Donc, on leur fait faire du yoga, on leur donne des cours de diététique, on leur fait faire du sport. Ça vous parle, ça ? C'est apprendre à prendre soin de son corps alors qu'on le maudit depuis tant d'années et il est notre pire et notre meilleur ami. Et voilà. Et effectivement, je vous rejoins aussi sur l'impact sur notre santé que peut avoir aussi notre alimentation, le sport. C'est vraiment non négligeable. Moi, en tout cas, j'y vois des bénéfices. Apprendre à prendre soin de soi. Quand ça fait tellement d'années qu'on combat et qu'on est dans la douleur, et ben c'est pas rien. C'est pas rien, puis on est tellement dans des démarches médicales, on est constamment sollicité pour faire des examens, pour faire des suivis, des traitements, ce qui fait que finalement le temps nous manque d'une certaine manière, on n'a pas beaucoup de temps pour souffler. Le rythme est tellement intense, parfois pendant des années, qu'on ne trouve pas le temps de le faire. Mais on sent que vous avez travaillé sur vous. J'entendais tout à l'heure des expressions, lâcher prise, il faut qu'on pense à nous, qu'on travaille sur nous. Il y a un vrai travail de résilience. Voilà, donc je vois bien que vous avez travaillé sur ce sujet.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... D'ailleurs, j'ai le souvenir, la seule fois que j'ai vu un psychologue, c'était après l'hystérectomie. À l'hôpital, une psychologue est venue me voir juste le lendemain. Et elle me l'a dit elle-même. Elle m'a dit, vous avez vraiment fait un travail de résilience, vous êtes en paix avec votre décision. Et c'est vrai que ça demande un travail. Mais il faut en parler. Je pense que les femmes qui n'ont pas de difficulté à parler de leur maladie avec leurs proches ou avec des inconnus, peu importe, ont beaucoup plus de facilité à faire ce travail. Quand on se replie sur soi-même et qu'on s'isole, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense que les associations, elles ont... Ça, c'est valable pour toutes les épreuves qu'on traverse dans la vie. Les associations, elles peuvent aider justement à sortir ces femmes de l'isolement, je pense. Alors, on a parlé d'Imani comme personnalité qui soutiennent cette cause, de Camille Chamou, de Carla Bruni. Aude, il y en a plein d'autres. Oui, et notamment cette femme, Laetitia Milo, que vous avez certainement tous découverte dans Plus belle la vie. Elle aussi, elle souffre de l'endométriose. Et depuis 3 ans, elle est la marraine d'une autre association qui s'appelle Endo France, celle-là, la seconde association sur ce sujet. Et elle souffre de l'endométriose, elle ose le dire. Elle a d'ailleurs eu recours elle a dû subir une opération récemment sur laquelle elle a communiqué pour espérer pouvoir un jour avoir un enfant. Et quelques jours plus tard, d'ailleurs, elle a participé à cette endomarche qu'on a vu dans le reportage. Alors elle, c'était à la marche parisienne qu'elle a participé, où elle a fait un discours assez émouvant. Et ce qu'elle veut, c'est justement porter la voix de toutes ces femmes qui n'osent pas parler. Voilà. Et effectivement, nous, on est persuadés que les témoignages comme les vôtres, et puis les témoignages médiatiques comme ceux d'elle, de Laurie, la chanteuse Laurie aussi, elle est atteinte de la maladie, sont importants pour que les femmes se sentent moins seules, en réalité. C'était extrêmement... Et j'ai eu la chance de pouvoir faire cette marche aussi. C'était extrêmement émouvant parce qu'elle venait juste d'être opérée. Elle arrivait à peine à se tenir debout et elle a malgré tout voulu venir. C'était impressionnant. Pour tout ce qui est, juste pour rebondir, tout ce qui est sophrologie, il faut que les femmes ont rompu souvent avec leur corps de femme. Tout ce qui représente la féminité, les règles, le fait d'enfanter est douloureux. Elles ont perdu le contact avec leur corps et elles vont essayer de se le réapproprier, de le réapprendre. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'il y a comme technique pour soulager les douleurs quand on ne peut pas prendre de médicaments parce que on a la chance d'attendre enfin un enfant ou parce que les médicaments ne font plus effet? Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? J'espère qu'on a progressé aussi sur cette prise en charge. Il va y avoir on va dire qu'il y a 3 grandes catégories. Catégorie médicale, tout ce qui va graviter autour du milieu médical et chirurgical. On opère, on donne la pilule, on donne des médicaments antidouleurs. Il y a des centres antidouleurs de référence qui prennent en charge les patientes. Toute la partie paramédicale qui vit actuellement un développement très important, la psychologie, les ostéopathes travaillent énormément de l'endométriose. Je ne sais pas si vous avez eu recours, mais elles proposent des choses qui sont en général, elles proposent des choses assez intéressantes en endométriose. C'est-à-dire elles vont parler... En fait, l'endométriose peut faire mal directement et peut aussi engendrer des douleurs secondaires. Le fait de se tenir mal positionné, par exemple, va engendrer des douleurs qui ne sont pas directement liées à l'endométriose, mais à des malpositions. À cause de la douleur, ça peut... Et elles vont se relâcher grâce à ça. L'hypnose, les ostéopathes, l'hypnose... Et l'acupuncture. L'acupuncture, pourquoi pas? On prend tout ce qui peut essayer de fonctionner. Moi, j'ai testé ça. Et alors ça m'avait vraiment fait du bien. Notamment parce qu'on est, comme vous le disiez, on est constamment contracté parce qu'on souffre. Et donc on a du mal à laisser le corps se détendre. Et parfois, le magnétisme peut aider à relâcher le corps. C'est ça. Et des bains chauds, je sais pas, je dis n'importe quoi peut-être. Les bains chauds, c'est notre seule arme quand on est au plus mal. Et encore, dès qu'on enlève un pied du bain, c'est terminé. Moi, je voulais juste mettre une petite réserve à toutes ces médecines parallèles. Quand on est au plus mal, on a tendance, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, on a tendance à vouloir faire confiance à des personnes qui nous tendent la main et il faut qu'on reste vigilante à pas faire attention aux charlatans. Ouais, tout à fait. Il y en a trop qui profitent de notre souffrance. C'est vrai. Alors, on a vu les personnalités françaises, mais que se passe-t-il à l'étranger, notamment aux États-Unis? Alors, aux États-Unis, ça c'est Suzanne Sarandon. Vous vous souvenez, Thelma et Louise. Alors, elle aussi, elle souffre d'endométriose. Elle a été diagnostiquée en 1983 et contre tous les pronostics des médecins, elle a eu 3 enfants. Alors, c'est une grande féministe et aujourd'hui, elle parle énormément de son combat contre l'endométriose et elle veut faire changer les mentalités, notamment auprès des hommes. Alors, elle considère que les hommes
ont du mal à accepter les douleurs qui sont liées au cycle menstruel de la femme. Donc elle se bat contre ça et elle dit, messieurs, ce sujet vous concerne autant que vous femmes et soyez à leur côté, épaulez-les, aidez-leur à sortir de la solitude, du tabou, à parler de ce qu'elles ressentent et voilà, soyez des mecs, des vrais. Donc ça, c'est Suzanne Sarandon. Et sur Internet aussi, les stars sont... Oui, alors sur Internet, là, c'est Léna Denham. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de Léna parce que... alors, c'est une comédienne et une réalisatrice. Elle est à l'origine de la série Girls une série très féministe et très engagée. C'est une série qu'adore Émilie. Et elle se bat contre les dictates de la beauté et de la minceur à Hollywood. C'est pour ça que j'avais parlé d'elle la première fois. Elle souffre d'endométriose. Elle a été diagnostiquée en 2012. Avant cela, elle dit qu'elle avait l'impression de devenir folle parce que personne ne savait expliquer, aucun médecin ne savait expliquer ce qu'elle ressentait, toutes ces douleurs. Parfois, pendant des jours et des jours, elle ne pouvait pas aller tourner. Elle était obligée de rester alitée chez elle. Elle ne pouvait pas aller en tournage. Et on lui disait mais non. Et voilà, jusqu'au jour où on lui a dit tu souffres d'endométriose. Et depuis, elle décide de parler de la maladie grâce aux réseaux sociaux. Elle a 3 millions de personnes qui la suivent sur Internet, donc sa voix vaut de l'or là-bas, aux États-Unis et d'ailleurs dans le monde entier. Et elle a publié cette photo en septembre dernier, où elle montre son corps marqué par toutes les cicatrices liées aux opérations. Ah ouais. Elle attend un bébé, là ? Non. Il faut savoir que l'endométriose, très souvent, nous fait gonfler le ventre. Oui. C'est un des symptômes. Nombre de fois, on nous demande si on est enceinte. C'est pour ça que je pose la question. Oui, c'est vrai qu'on pourrait se laisser tromper, en effet. Non, elle a... Donc ça, c'est des traitements, c'est les hormones, c'est le ventre... C'est l'endométriose elle-même, je pense, qui est inflammatoire et qui fait que le ventre a tendance à se bomber. Et c'est vrai que parfois, c'est très impressionnant. C'est double peine, quoi. Non seulement vous ne parvenez pas à tomber enceinte, mais en plus, on croit que vous l'êtes. C'est horrible. Souvent, quand on dit ça, on répond bah non, je suis juste grosse. Non. Mais c'est vrai que ça peut être psychologiquement difficile. En tout cas, elle veut montrer ce corps qui porte les stigmates de sa maladie. Elle a subi une 5e opération il y a quelques mois. Et alors là, elle a mis des photos, elle a publié des photos sur Snapchat. Et à la sortie de l'opération, cette fois-ci, c'est son conjoint, qui s'appelle Jack, c'est un musicien, qui a publié la photo de Léna en disant « tout va bien ». Voilà, là, pour l'instant, elle est tirée d'affaire, mais je ne sais pas si on peut vraiment être guéri de manière définitive, Sylvain. On peut être en rémission. Voilà, elle est en rémission. Jusqu'à une guérison, entre guillemets, qui aura lieu à la ménopause. Voilà, donc actuellement, elle est en rémission. Sachant qu'en plus, la ménopause n'est vraiment pas une partie de plaisir. Oui, c'est pas... Pour les femmes qui ont de l'endométriose, c'est des fois autant un espoir qu'une fin en soi. Elles ont moins mal. Donc en tout cas, depuis cette opération-là, elle est en rémission et voilà. Et Jack donc est un homme vrai comme dirait Suzanne Sarandon, puisqu'il soutient sa femme. Est-ce que vous êtes des hommes, des vrais vous? On est des Jack, évidemment. On est des Jack. Vous avez l'air d'être des Jack. Et puis un dernier exemple. Vous vous souvenez de Whoopi Goldberg, Sister Act, les bonnes sœurs qui chantent, qui dansent. Alors elle aussi, elle souffre de cette maladie. Alors pareil, elle publie des articles dans la presse, elle fait des galas de charité. Et alors depuis un an, elle a une idée un peu plus originale. Elle s'est lancée dans le marché de la vente de marijuana à titre thérapeutique. Alors on est aux États-Unis, c'est légal là-bas. Voilà. Elle a eu pour soulager les douleurs des règles, pour soulager les migraines. Ça se fait là-bas. Alors chez nous, évidemment, c'est interdit. C'est interdit ici. Mais en tout cas, voilà, on peut considérer que c'est une idée saugrenue, mais en tout cas, ça a le mérite de parler. La marijuana contenu dans des médicaments ou vraiment je ne sais pas ce qu'elle vend, mais la marijuana a de toute façon des vertus. Oui, c'est ça, il y a des médicaments qui en contiennent. Non, là, c'est de la marijuana, comme on peut en acheter aux États-Unis chez les Green Doctors, on appelle ça comme ça. J'ai l'air d'être très renseignée, mais pas du tout. Mais j'ai vu ces Green Doctors sur notamment. D'ailleurs, tu as bien un look de Green Doctor. Oui, d'ailleurs, je me suis habillée en vert pour l'occasion. Donc ça, c'est le combat un peu plus étonnant de Whoopi Goldberg. Super. Voilà. Et puis, Émilie, toi, tu vas nous parler du combat d'une autre femme. Alors, on revient en France, parce que c'est une Française, j'imagine que vous la connaissez peut-être, c'est Claire Chaugnot, qui est malade aussi depuis une dizaine d'années. Elle a été diagnostiquée suite à un arrêt de sa pilule, elle voulait avoir un enfant.
Elle a arrêté de prendre la pilule. Et puis, petit à petit, elle a commencé à avoir des douleurs de plus en plus fortes, jusqu'au jour où elle s'est retrouvée à l'hôpital et où elle s'est retrouvée sous morphine, puisque c'était le seul moyen de calmer cette douleur. Et quelques jours plus tard, le diagnostic est tombé. On était en 2007. Et à ce moment-là, l'information autour de l'endométriose était quasi nulle. Internet balbutiait, donc on n'avait pas tous ces forums. Et puis, bon an, mal an, elle était dans sa quête de vouloir avoir ce bébé. Elle a fait une fille, elle a eu une petite fille en 2010, une petite Ève. Elle a eu de la chance que ça marche du premier coup. Et elle a eu donc un peu de répit. Et puis, tout de suite après, la maladie est revenue. Et là, elle s'est dit, je vais à nouveau aller sur Internet, essayer de trouver des informations, parce qu'on est un peu démunis. Et là, elle s'est rendue compte que les langues commençaient un peu à se délier et elle s'est dit, moi j'ai aussi envie d'être le porte-voix. Et elle a réalisé un documentaire. Elle est allée à la rencontre de ces femmes. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder un extrait. Son documentaire, ça s'appelle « L'endométriose, une maladie qui sort de l'ombre ». Dans les premières années où j'exerçais en librairie, j'ai pas eu de mal à concilier mon travail et la maladie, parce que je prenais énormément d'antidouleurs pour tenir le coup. Donc personne ne savait que j'avais mal. Jusqu'en 2010 où la situation s'est vraiment détériorée, les douleurs sont devenues plus importantes, j'ai commencé à manquer le travail. C'était très très mal ressenti par mes collègues qui pensaient que je faisais exprès pour ne pas venir, que j'étais douillette, que je m'écoutais trop. Par ma direction également. À la suite de mon licenciement, j'ai été reconnue travailleuse handicapée. Très vite, j'ai retrouvé un autre poste qui lui était adapté. Malheureusement, les douleurs se sont encore aggravées. C'était des douleurs gastriques permanentes, des ennuis gastriques qui m'obligeaient à quitter mon poste toutes les demi-heures pour me rendre aux toilettes. J'ai donc été licenciée à l'issue de ma période d'essai. C'était le 3e emploi que je perdais en moins de 5 mois. Au départ, ça a été très dur psychologiquement de se sentir inutile à la société, exclu. On perd toute estime de soi. Mais très vite, j'ai réussi à rebondir. J'en ai profité pour réaliser un rêve d'enfance qui était d'écrire. Et dans l'année, directement, plusieurs de mes textes ont été publiés chez différents éditeurs. Vous l'avez vu? Non? Qui a été diffusé il y a peu de temps sur France 5 l'année dernière, en 2016. On a envie de regarder la suite. Elle s'y est prise comment? Surtout, en fait, ce qu'elle voulait montrer, c'est qu'il y a vraiment une multiple facette. Chaque femme malade de l'endométriose a des symptômes différents. Donc, ça peut aller de douleurs extrêmement violentes à de l'infertilité qui touche entre 30 et 40% des femmes. Donc, ce qu'elle voulait, c'était vraiment des montrer symptômes et toutes des les formes facettes différentes de la maladie, ce qu'on disait tout à l'heure avec Sylvain. C'est à chaque fois des pathologies différentes, quoi. Il n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses. Il y a des centaines d'endométrioses différentes. Et d'ailleurs, justement, elle a été voir donc ces femmes. Donc moi, j'ai regardé le reportage et il y a des témoignages qui sont vraiment poignants et qui révèlent vraiment des non-sens. Par exemple, Sonia, qui est une jeune femme qui donc décrit avec une métaphore assez criante de vérité, c'est-à-dire les coups de couteau qu'elle se prend dans le ventre de manière permanente et récurrente tous les mois. Et puis, surtout, et moi, c'est ça vraiment qui me choque, c'est l'incompréhension des médecins qui ne connaissent pas cette maladie et qui sont allés jusqu'à lui dire qu'elle mentait, en fait, que c'était des fausses douleurs. Et c'est d'ailleurs ce que Claire décrit dans le reportage. Et ça, je trouve que c'est révoltant. Ah ouais, mais je crois que nos invités l'ont toutes vécu, cette constatation. Juste une question, peut-être totalement stupide, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que quand on vous entend parler de cette maladie, on utilise quand même les mêmes mots que ceux qu'on utilise pour le cancer. Vous parliez de rémission tout à l'heure, vous parliez de ces cellules qui se régénèrent. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être qu'un jour, des genres de chimiothérapie pourraient venir à bout de cette maladie ? Alors, dans les recherches qui ont lieu actuellement, une partie de ces recherches porte justement sur des médicaments qui vont pouvoir se poser sur des cellules cibles d'endométriose et les éradiquer. Il y a d'autres protocoles de recherche actuellement via les ultrasons. Il y a pas mal de recherches en endométriose. Il faut saluer aussi le travail des associations. Parce que là, dans les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, il y a des opérations, mais on n'entend pas vraiment de traitements. On entend des traitements antidouleurs, des traitements anti-hormonaux, mais à proprement parler, il n'y a pas encore de traitement contre la maladie. Il n'existe pas un médicament spécifique de l'endométriose qui va aller se
poser de manière cible sur les cellules d'endométriose et les bloquer ou même les effacer complètement. Non, ça n'existe pas, à la façon d'une chimiothérapie. Ça ressemblerait plus à une maladie inflammatoire chronique qu'à un cancer. C'est plus une maladie récurrente, inflammatoire, très douloureuse, avec un côté on signe pour toute la vie. Ça, c'est très très embêtant. Ah. Alors, cette Claire, elle travaille avec l'association dont Brigitte nous a parlé tout à l'heure. Exactement, et surtout, en fait, ce que je trouve vraiment salutaire dans son documentaire, c'est qu'elle donne une information. Toutes ces femmes qui sont seules face à la maladie, qui cherchent une issue, puisque c'est quand même une maladie incurable, comme vous le dites, eh bien, elles ont la possibilité de mettre des images, de mettre des mots, de savoir qu'elles ne sont plus toutes seules grâce à des documentaires de ce type-là, donc qui sont diffusés effectivement grâce à des associations comme celle que Brigitte nous a présentée. Et puis, il faut vraiment... briser un peu la loi du silence et du tabou. Je vois, il y avait aussi un autre témoignage très émouvant dans ce documentaire, c'était celui de Johanna qui, en 5 mois, a perdu 3 fois son emploi parce qu'il y a une incompréhension totale de l'entourage. Et puis, il y a une autre problématique aussi que Johanna présente dans le documentaire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est la perturbation que cette maladie amène aussi dans la relation amoureuse et dans la relation intime. Et c'est là où les hommes doivent aussi être des vrais hommes, c'est-à-dire accompagner aussi cette reconquête du plaisir dans le cadre de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à arbitrer, même pour la femme qui culpabilise, l'homme qui ne sait pas comment faire. Enfin, donc, recréer le dialogue, ça, c'est important. Et ça, dans le documentaire, on le voit bien. Très bien. Bon, on arrive au terme de cette émission. Il nous reste à vous souhaiter plein de choses positives pour la suite, Natacha. On croise les doigts pour vous. Et puis, plein de courage aussi, parce qu'il va falloir encore supporter des protocoles, etc. Mais on vous souhaite de devenir la maman d'un joli bébé. Je voudrais aussi vous citer le livre de Blandine, Une endométriovie. Ce qui signifie qu'on est atteinte à vie et qu'il faut vivre avec. En fait, c'est un témoignage, évidemment je ne suis pas médecin, donc j'essaye, vous l'avez compris, d'être technique, mais avant tout c'est un témoignage de femme que j'ai souhaité écrire pour vraiment exprimer ce qu'est le quotidien d'une femme qui vit avec l'endométriose, tant au niveau professionnel que dans son intimité, puisque c'est évidemment très, très handicapant et intrusif. Donc voilà, ce témoignage, je l'ai écrit à la suite de l'hystérectomie pendant ma convalescence, très rapidement, et où j'y retrace mon parcours pour vraiment essayer de permettre aux femmes de le faire lire peut-être à leurs compagnons, de le faire lire à leurs proches, qui sont un peu dans l'incompréhension. Et voilà, j'espère en tout cas participer à faire connaître la maladie et à aider les personnes qui en sont atteintes. Donc c'est publié aux éditions Le Manuscrit. Oui. Alors merci à tous, merci aux Super Jack, donc aux maris qui ont accompagné leurs femmes et qui les ont accompagnés sur ce plateau, mais aussi au cours de ces combats douloureux. L'accouchement est prévu pour quand ? Tout début janvier. D'accord, vous ne savez pas encore ce que c'est, bien sûr, j'imagine. On ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. Très bien. Pour une fois, on va laisser l'attente parce qu'on passe notre vie à attendre quand on est malade de cette maladie. On va donner une bonne issue à cette attente et on va patienter. Je crois que cette émission était vraiment importante, en termes d'information, pour sortir cette maladie méconnue de l'ombre, méconnue et taboue. Elle vous tenait à cœur aussi, Sylvain ? Énormément, c'est un très joli cadeau parce que c'est une maladie qui me passionne. Moi, je voudrais saluer le courage de ces femmes, poser une question. Et si cette maladie était une maladie masculine, serait-elle sortie de l'ombre avant ? Ah oui, très bonne question. J'ai pas la réponse. C'est sûr que oui. Nous, on supporte rien comme douleur. À la moindre douleur, on hurle. Et en fait, de par votre capacité à endurer la douleur sans rien dire, peut-être on a un système qui s'est mis en place où on vous dit c'est normal, ne vous embêtez pas, ça va, c'est comme ça. Et vous avez pâti peut-être de votre courage de ne rien dire. Et c'est bien que maintenant ça sorte de l'ombre progressivement. Un gros message d'espoir parce que vraiment, il y a énormément de choses qui ont changé depuis 2, 3 ans, 4 ans. Mais ce qu'il faut dire, je pense, à nos téléspectatrices qui seraient peut-être atteintes de cette maladie, c'est de s'adresser à des spécialistes. C'est ce qu'on a compris à travers vos parcours. Il ne faut pas laisser le hasard faire dans le choix Et l'information maintenant passe assez facilement par Internet, par les associations qui répondent volontiers. Et peut-être être actrice
actrices de leur maladie, c'est-à-dire ne pas accepter n'importe quel type d'opération. Il y a aujourd'hui des techniques qui sont moins invasives, moins intrusives, et ça, c'est une information qu'il faut faire passer. Merci à tous, merci d'être venus témoigner, merci à nos dénicheuses, merci à vous de votre fidélité. Dans un instant, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi. Malgré leur jeune âge, les invités que nous recevrons lundi ont eu l'audace de croire en leurs rêves. Et c'est grâce à une idée toute simple qu'ils sont aujourd'hui devenus de brillants entrepreneurs. Plein de fois, on m'a dit qu'il faut 50 000, 100 000 euros pour lancer une boîte, mais jamais. On peut lancer une boîte avec pas grand-chose. Fraîchement diplômé, Guillaume fait le pari un peu fou de lancer sa propre marque de vêtements. Un produit made in France pour le moins surprenant. Quand je suis allé à l'usine en Dordogne, je mettais les 600 premiers slips bleu, blanc, rouge, noir dans le coffre de la voiture. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de ces 600 slips si j'arrive pas à les vendre? Philippine est une créatrice née. Après avoir concocté une application qui facilite le travail des professeurs, la jeune adolescente de 16 ans va se retrouver propulsée sur le devant de la scène. Je rentre chez moi, je rallume mon téléphone et je vois 270 appels manqués. Et en fait, c'était des journalistes, des médias qui m'appelaient parce qu'ils voulaient faire des reportages sur justement le projet que je venais de présenter le matin même. C'est grâce à de simples coques pour téléphone que Louis a pu créer sa florissante entreprise. Un succès qu'il doit en partie à ses parents. Entreprendre quand on est jeune, entreprendre quand on a les parents derrière qui suivent, c'est finalement peut-être le meilleur moment. Et je pense que c'est ce qui est le plus important.